Bonjour à tous. Il est 11h03. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Merci de nous avoir rejoints à ce webinaire donc dédié aux nouveautés concernant les financements de la transition écologique des territoires, ce qu'on appelle les financements verts. Alors, c'est un webinaire qui s'inscrit dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle PVD+, qui est un dispositif réservé aux territoires labellisés Petites Villes de demain pour les aider à mobiliser les financements verts. Mais ce webinaire est bien évidemment ouvert à tous. On souhaite effectivement à la Banque des territoires faire bénéficier aux collectivités hors programme des informations qui sont déployées dans les programmes. Donc, voilà, tout ce qui sera dit dans ce webinaire vous sera très probablement utile, que vous soyez ou non labellisé Petite Ville de demain. La différence étant que l'offre PVD+, ce dispositif d'accompagnement, est réservé au territoire PVD. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais dire en propos introductif quelques mots sur PVD+. Hop. Pour rappeler donc, que c'est une offre assez récente donc, qui a été développée en 2023, en octobre 2023, avec le soutien de la Commission européenne dans le cadre du programme InvestEU. Ah mince, bah si. Pardon, alors on me dit que l'écran n'est pas partagé effectivement avec l'enregistrement, donc j'en profite pour le partager. Est-ce que c'est bon, vous voyez mon écran? Merci. Donc, je donnais effectivement quelques éléments sur PVD+, qui est une offre qui a été lancée donc, en octobre 2023 avec le soutien de la Commission européenne et qui répond à un besoin des petites villes de demain de mieux identifier les financements verts et de mieux les mobiliser. Donc, c'est un dispositif qui se veut opérationnel et très concret pour aider donc les petites villes à entamer et à accélérer leur transition écologique en allant chercher des financements dédiés pour leur permettre d'opérationnaliser leurs projets. Alors, concrètement, PVD+, c'est quoi? C'est une assistance technique, une ingénierie technique et financière qui est mise à disposition des collectivités labellisée PVD, donc labellisée Petite Ville de demain, c'est-à-dire qu'elle est financée à 100% par la Banque des territoires et la Commission européenne. Et c'est un accompagnement qui s'adapte vraiment complètement à la nature de vos projets, puisqu'il est bâti autour de 7 prestations qui peuvent être mobilisées de manière cumulée ou non selon la nature de vos projets. Je vais les décrire très brièvement, vous aurez toutes les informations en ligne. Là, on a une première prestation qui est mobilisable pour les projets encore assez peu matures, qu'on appelle une revue de projet qui va consister à dresser une cartographie des sources de financement vert disponibles. Pour les projets un petit peu plus mûrs, matures, nous pouvons mobiliser une analyse technique et financière qui va consister à challenger finalement l'ambition écologique de votre projet pour mieux faire converger ces caractéristiques aux critères, aux attentes des guichets des financeurs identifiés. Et pour les projets encore plus matures qui sont au stade souvent avant projet sommaire, avant projet définitif, on peut mobiliser un appui pour vous aider à rédiger, à formaliser les dossiers de demande de financement et pour vous aider à finaliser le tour de table financier. Ce qui va consister souvent à des appuis à la rédaction d'un discours stratégique, d'un argumentaire adapté aux attentes des financeurs ou encore un appui à la négociation avec les financeurs identifiés. On a également une prestation d'expertise et de contre-expertise des business plans pour mieux les faire correspondre aux exigences des financeurs. Et on a également 2 prestations d'appui méthodologique, à savoir donc l'organisation et l'animation d'ateliers de sensibilisation autour d'une question spécifique liée au financement vert pour vous aider à arbitrer, par exemple, à débloquer un point spécifique qui concernerait un de vos projets.
Et on a une prestation assez classique de benchmark et retour d'expérience pour analyser les conditions de succès d'un projet similaire au vôtre qui aurait bénéficié de financement ciblé. Donc, comme vous le voyez, on a toute une gamme de prestations assez large. En fait, on est en capacité, via ce dispositif, à vous accompagner sur toute la durée de vie de vos projets, en amont, finalement, effectivement, de la réalisation effective, pour ce qui concerne cette offre PVD+. Alors en pratique, ce qu'il faut retenir, c'est que PVD+, la demande en tout cas d'appui, d'accompagnement au titre de PVD+, se fait sur une plateforme dédiée, dont vous voyez l'URL qui s'affiche sur l'écran. Et que donc nous, au niveau de la Banque des Territoires, nous sommes accompagnés par des consultants spécialisés qui vont nous aider à qualifier vos demandes, à vérifier l'éligibilité de vos demandes et bien évidemment à effectuer aussi tout le reporting auprès de la Commission européenne. Donc c'est Technopolis. Et puis ensuite, nous avons aussi une task force de consultants qui vont réaliser ces missions autour d'EY, Espelia, Grant Thornton Finance et Territoire, Access Développement et FCL Gérer la Cité. Quelques chiffres pour terminer sur PVD+. Donc aujourd'hui, on a près de 200 sollicitations depuis le lancement du dispositif en octobre 2023. 135 missions qui ont été lancées à date, dont plus de 70 missions qui sont aujourd'hui clôturées. Les besoins émanent, vous le voyez sur la carte, assez largement des PVD bretonnes et ligériennes et normandes également, avec des demandes localisées dans le Gers, la Loire, le Pas-de-Calais, l'Isère, la Nièvre, et puis d'autres territoires où on n'a à ce jour encore eu aucune demande, d'où l'importance à chaque fois de rappeler l'existence de ce dispositif. En termes de prestations, je vous les ai présentées tout à l'heure, on est plutôt sur des prestations très largement mobilisées autour des prestations 1 et 2, à savoir les revues de projet et les analyses techniques et financières de vos projets qui correspondent finalement à des degrés un petit peu moins matures. Et on assiste aujourd'hui de plus en plus à une mobilisation plus forte des prestations 3 et 4 consistant à rédiger les demandes de dossiers de financement et à finaliser le tour de table financier, ce qui est assez logique. On vous accompagne sur cette durée de vie. Voilà, vous arrivez à un stade d'opérationnalisation de vos projets. C'est normal qu'à ce stade, vous mobilisez plus les prestations aval. Alors, pourquoi faire ce webinaire aujourd'hui ? 2 éléments de constat. Le premier, effectivement, on se retrouve dans une année charnière. 2025, c'est la dernière ligne droite du programme Petite Ville de demain. C'est également la dernière année pleine de mandat. Donc, on conjecture finalement le maintien, voire la hausse de la dynamique d'investissement du bloc communal. Mais parallèlement, cela se fait dans un contexte national qui était marqué par des évolutions assez fortes de lignes directrices de certains financements et par un recentrage des aides à l'investissement autour des enjeux de transition écologique. Alors, c'est vrai pour toutes les sources de financement national qui vont vous être présentées tout de suite après. C'est aussi vrai, il faut le rappeler, pour les aides portées par les collectivités, par les départements, par les régions, dans le cadre des contrats régionaux. Et on voit vraiment, on observe très localement un assouplissement de certaines règles dès lors que vous cochez les cases de la transition écologique. Donc finalement, ça vous oblige, vous, collectivités, à avoir une attention vraiment très forte sur le positionnement de vos projets et la manière d'argumenter au mieux vos demandes de financement au regard des critères de ces guichets. Donc, on souhaitait vraiment vous faire un instantané, une présentation à l'instant T, instantanée des financements disponibles et des évolutions essentielles qui les impactent. Donc cette présentation n'a pas vocation à être exhaustive. On s'est focalisé quand même sur les financements qui sont assez largement récurrents dans le cadre des projets qui sont portés par les petites villes de demain. Mais encore une fois, je rappelle que le dispositif PVD+, vraiment est à votre service pour vous aider dans ces démarches et n'hésitez pas à le solliciter pour un accompagnement personnalisé.
et que nous avons également fait une publication plus détaillée de tout ce qui tout ce qui va vous être présenté. Donc cette publication est à télécharger sur le site de la Banque des Territoires. On vous donnera le lien en fin de réunion. On le mettra dans le fil de la conversation. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions par écrit, bien évidemment, dans le fil de la conversation. Alors, les financements qui vont vous être présentés vont consister au fonds vert, au financement des agences de l'eau, au financement de l'ADEME, au dispositif acté et au guichet relatif aux mobilités décarbonées, au FEDER, à LEADER. Et ils vous seront présentés par les consultants de la Task Force, que je profite d'ailleurs pour remercier très très sincèrement, puisqu'ils nous ont aidés à présenter, à préparer cette séquence. Ils vont vous la présenter. Donc j'en profite tout de suite, sans plus attendre, pour donner la parole à Mario Morali du cabinet Accès Développement, qui va vous parler du fonds vert. Est-ce que tu es connecté, Mario? Oui, c'est bon. Ouais, je te Merci laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle effectivement Mario Morali. Je suis consultant au sein du cabinet Access Développement. Là, je vais vous faire une présentation justement des nouveautés du fonds vert pour cette année 2025. Est-ce que tu... Voilà, merci. Donc, le fonds vert, aujourd'hui, sur 2025, il a été regroupé en 3 axes thématiques. Le premier axe est plutôt orienté sur la performance environnementale, le deuxième axe sur l'adaptation au changement climatique et le troisième axe sur l'amélioration du cadre de vie et la mobilité durable. Donc, dans ces 3 axes ont été intégrées les 14 mesures qui étaient déjà présentes en 2023 et 2024. Une mesure a été exclue, mais elle était déjà un petit peu en 2024, c'est celle sur la rénovation des parcs luminaires d'éclairage public. Et 4 nouvelles mesures sur 2025 qui sont l'aide aux maires bâtisseurs, le financement des PAECT, donc plan climat, air, énergie territoriale, essentiellement pour les EPCI, les aménagements cyclables et le soutien à la transition et à la planification écologique des activités et des espaces maritimes et littoraux. Donc sur les 14 mesures maintenues, on ne va pas rentrer trop dans le détail. En complément de ces 14 mesures, il y a aussi la mesure d'ingénierie qui est transverse, qui existe toujours aussi. Mais on va essayer de montrer justement dans les slides suivantes qu'est-ce qui a un petit peu évolué. Avant ça, ce qui est important de dire, c'est que le fonds vert sur 2024, c'était entre 2 et 2,5 milliards d'euros. Sur 2025, on est passé à 1,15 milliard d'euros. Donc il y a quand même une chute en termes de financement qui est à noter. Ça veut dire que les critères qui sont prévus dans les appels à projets doivent être encore plus suivis et encore resserrés dans le cadre de vos projets. Et il faut essayer de cocher un maximum de cases pour avoir une chance d'être sélectionné. La date limite pour déposer les dossiers, c'est le 31 décembre 2025. Et on dépose toujours sur la plateforme Mes démarches simplifiées. Pour chacune de ces mesures, vous avez à disposition les courriers d'accompagnement, les cahiers d'accompagnement, pardon, pour chacune des mesures qui décrivent de manière quand même assez précise les actions financées, les objectifs, le contexte, toutes les étapes administratives que vous devez respecter, les pièces administratives à fournir. Donc tout est bien décliné dans les cahiers d'accompagnement, avec juste un petit focus, parce qu'il existe aussi des cahiers d'accompagnement régionaux. Pour certaines mesures, si je prends l'exemple de la mesure recyclage du foncier, vous avez des cahiers d'accompagnement régionaux qui précisent certains aspects un peu spécifiques à la région concernée. Donc c'est bien important d'aller les regarder aussi, puisqu'il y a des spécificités propres à chacune des régions sur des critères techniques, mais aussi sur les relèves. Si je prends l'exemple, par exemple, de la région PACA et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour ces cahiers d'accompagnement recyclage du foncier, on a les dernières relèves qui sont prévues au 15 mai pour la région PACA et au 18 mai pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc soyez vigilants parce que ces cahiers d'accompagnement régionaux ont certaines spécificités et peuvent être plus restrictifs que les cahiers nationaux. Voilà, donc ça c'était un premier point un peu spécifique sur le fonds vert 2025. Maintenant, on va faire un point sur les mesures existantes qui ont un peu évolué. Donc ce qu'on voit dans les évolutions, c'est qu'il y a très peu d'évolution finalement sur les guichets déjà existants. Il y a seulement certains points qui ont été précisés ou retirés dans chacune des mesures.
Donc si on prend l'exemple sur l'axe 1, sur la thématique soutenir le tri à la source et la valorisation des biodéchets, on voit que les aides au comportement, la question des aides au comportement est sortie de l'appel à projet. Avant, c'était clairement explicité dans l'appel à projet. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Si on va sur l'axe 2, là, c'est l'axe fort, je dirais, des principaux changements. On voit que sur les cahiers, sur les inondations, les risques en montagne, les vents cycloniques entre mer et la renaturation, on voit qu'il y a un aspect fort sur les projets intégrant l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est la vraie évolution qu'on peut voir justement sur un certain nombre de mesures. Sur le recul du trait des côtes, on voit que aujourd'hui, dans les cahiers d'accompagnement, il est clairement explicité que les études préalables sont bien éligibles, alors que sur 2024, ce n'était pas clairement mentionné. Enfin, sur l'axe 3, sur la thématique accélérer la transition écologique des territoires d'industrie, donc tout ce qui est lié au rebond industriel, c'est sorti de l'appel à projet. Et sur les mobilités en zone rurale, il a été ajouté l'éligibilité des aménagements cyclables et des stationnements vélos dans ce guichet-là. Sachant qu'il est demandé à ce que ça respecte les recommandations du CEREMA sur ces aspects-là. On abordera ce sujet-là un peu plus tard sur la nouvelle mesure piste cyclable. Donc là, on va faire un focus sur les 3 principales mesures nouvelles qui ont été ouvertes en 2025. Donc la première, sur l'axe 1, c'est l'aide aux maires bâtisseurs. Donc le contexte global, c'est qu'il faut stimuler la délivrance de permis de construire pour des projets respectant des critères écologiques et sociaux d'ailleurs, et d'assurer une mise en chantier rapide, c'est-à-dire d'ici fin 2027, il faut que ce soit lancé. L'aide cible des opérations vertueuses pour éviter l'étalement urbain et respecter les principes de sobriété foncière. Donc, comment ça se matérialise? L'idée, c'est un soutien financier pour encourager la production de logements sans consommer des espaces naturels, agricoles ou forestiers, avec des bonus spécifiques pour des logements sociaux ou des logements exemplaires sur le plan énergétique. Vous le voyez sur l'encadrement à droite, on y reviendra après. Avec une priorité donnée sur des projets qui respectent la réglementation RE 2020 ou qui favorisent la transformation immobilière. Donc en termes d'impact, ça se répercute avec une augmentation du nombre de logements disponibles, la réduction de l'artificialisation des sols, une densification maîtrisée et une amélioration de la mixité sociale à travers ces critères qu'on vient de définir. Quels sont les travaux concernés? Donc il faut à minima qu'il y ait 2 logements qui soient créés, donc c'est le seuil plancher, je dirais, et les projets doivent être situés en zone urbaine PLU ou dans des dents creuses sur des zones urbaines déjà existantes. Et dans les communes qui sont carencées SRU, donc sur les logements sociaux, justement, seuls les logements sociaux sont bien éligibles. Donc en termes de modalités financières, vous avez une aide socle de 1 000 à 2 000 euros par logement, et ensuite vous pouvez avoir potentiellement un bonus pour les logements sociaux ou des bonus pour les logements exemplaires de 1 000 à 1 500 euros en complément de l'aide socle qui est possible. Donc, deuxième nouvelle mesure, sur l'axe 3 cette fois, sur les aménagements cyclables. Donc là, c'est une mesure qui prend le relais du fonds mobilité active que vous avez sûrement dû entendre parler. Il y a un appel qui devait sortir fin 2024, mais finalement, voilà, ça a été réintégré au sein du fonds vert. Globalement, le contexte, c'est qu'il y a 2/3 des déplacements en France qui sont inférieurs à 5 km. La majorité est réalisée en voiture. Le plan vélo et marche fixe 100 000 km d'itinéraires cyclables sécurisés d'ici 2030. Et voilà, l'idée de développer le vélo, ça bénéficie à la qualité de l'air, la santé, la transition écologique et l'attractivité des territoires. Donc l'objectif, c'est de soutenir des aménagements cyclables sécurisés conformes aux recommandations CEREMA. Donc pour les recommandations, vous pouvez aller sur le site du CEREMA et il y a les 8 recommandations qui sont inscrites avec pour chacune justement ce qu'il faut mettre en place pour faire des pistes cyclables telles qu'elles sont attendues. Par exemple, une séparation efficace entre la chaussée et la route, mettre des trottoirs assez visibles pour justement éviter tout problème de sécurité, qu'il y ait des carrefours sécurisés pour les pistes cyclables, etc. Donc voilà, tout ça, c'est prévu dans les recommandations du CEREMA qu'il faut absolument suivre pour être éligible à cet appel. Donc ça finance des études, au-delà des investissements, des acquisitions foncières et des équipements de comptage de trafic du vélo, et avec 2 types de projets éligibles.
La première, c'est la résorption de la discontinuité cyclable et d'autre part, la création d'un itinéraire cyclable continu et sécurisé avec sur moins de 15 km. Donc en termes d'impact quantitatif, c'est l'augmentation de l'usage de vélo pour les déplacements quotidiens, la décarbonation des transports, l'amélioration de la sécurité des cyclistes, le désenclavement des territoires et la création d'emplois locaux. Sur les travaux concernés, on l'a un peu dit avant, donc c'est la création de nouvelles pistes cyclables sécurisées, la construction d'ouvrages d'art aussi, ponts, passerelles, tunnels, qui permettent de garantir justement la continuité des itinéraires, la sécurisation des carrefours et des connexions entre les tronçons déjà existants, et l'installation de compteurs trafic de vélos pour mesurer l'impact des vélos. Donc en termes de financement, globalement, en moyenne, c'est 25%. Et on est jusqu'à 50% pour certaines zones, par exemple les zones QPV, quartier politique de la ville, ou 60% en Outre-mer. Dernier axe, sur l'axe 3, sur la transition et la planification écologique des activités et des espaces maritimes et littoraux. Donc le contexte, c'est que le secteur maritime représente 44% de l'économie littorale. Les activités contribuent à plus de 12% des émissions de gaz à effet de serre et les infrastructures portuaires et les navires constituent un levier clé pour la transition écologique. Donc l'idée de ces mesures, c'est de soutenir le développement de technologies et d'infrastructures durables dans les ports et les activités maritimes, encourager la décarbonation des navires et le développement de solutions énergétiques propres. En termes d'impact, la baisse de la consommation énergétique des infrastructures portuaires, la baisse des gaz à émissions à effet de serre, avec les carburants alternatifs notamment, la qualité de l'air et les coûts énergétiques pour les opérateurs maritimes. Alors sur les travaux concernés, c'est assez large. J'ai mis quelques exemples ici, mais globalement, c'est réparti en 3 axes. Le premier, c'est soutenir un usage durable du littoral et sa préservation à travers des études et des travaux. Donc c'est tout ce qui est sentier littoral, place de mouillage, sentiers sous-marins aussi, traitement des eaux usées, valorisation des sédiments, dragage, etc. Le deuxième axe, c'est développement de l'économie bleue avec des financements de projets d'innovation, notamment liés à la décarbonation des navires, tout ce qui est aussi guide, interface numérique, partage de données, et également tout ce qui est en lien avec la formation des métiers de la mer et la transition écologique, avec des écoles de production, des plateaux techniques, etc. Et le dernier axe, c'est favoriser la transition écologique du patrimoine littoral et maritime, avec de la renaturation de zones artificialisées, de la déconstruction, c'est aussi de la valorisation des paysages et c'est tout ce qui est aussi rénovation énergétique du bâti patrimonial type phare, port, etc. Sur ce guichet-là, ce qui est important, si on peut venir juste en arrière, je n'ai pas totalement terminé. Il y a un point important, c'est que c'est ouvert aux collectivités, mais c'est également ouvert aussi aux entreprises, aux associations, etc. pour candidater. Donc c'est également assez ouvert. Et il est possible d'envisager un coportage du projet. Voilà, c'est un élément important. Et on est sur des financements en moyenne à 25%. Voilà, c'est bon. Si vous pouvez passer la slide, merci. Donc juste pour terminer, un petit focus sur des retours d'expérience, sur des accompagnements qui ont été réalisés dans le cadre de PVD+. Donc il y a la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche, où on a pu accompagner la renaturation de 3 espaces d'un centre-bourg. Donc ça a été sur 2 centres-bourgs d'ailleurs, sur la commune de Ruons et la commune de Vallon-Pont-d'Arc, où il y a eu à peu près les mêmes projets, avec des projets de renaturation, avec des actions de désimperméabilisation des surfaces, de plantation d'arbres, d'arbustes et de création d'espaces verts pour créer des îlots de fraîcheur. On était sur des projets, alors sur l'une des communes c'était plutôt 2 millions, l'autre plutôt 2,5 millions, et on a pu solliciter le fonds vert sur l'axe renaturation, et on a pu obtenir 150 000 € pour la commune de Ruons et 200 000 € pour la commune de Vallon-Pont-d'Arc. Deuxième exemple qu'on peut citer, Pélussin, où il y avait la rénovation énergétique d'une gendarmerie. On a sollicité un financement du fonds vert sur la mesure rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc on était sur un projet avec de l'isolation thermique de l'enveloppe du bâti, tout ce qui était système de ventilation et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de projet à 500 000 €. Et on a pu obtenir 180 000 € d'aide du fonds vert sur ce projet-là.
Voilà, ben, je vous remercie. Je vous donne la suite sur Oui, les agences de merci l'eau. beaucoup. Voilà, merci beaucoup Mario pour cette présentation sur les fonds verts. Je vois qu'il y a pas mal de questions, donc j'essaie de maintenir le rythme. Et on prendra vos questions hein, en fin de réunion. Et je donne tout de suite la parole à Antoine Morvan et Camille Laurent du cabinet FCL Gérer la Cité pour nous parler des financements de l'Agence de l'eau. Antoine et Camille, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour à tous. Oui. Oui, Je vais débuter si ça vous convient. Donc Camille Laurent, consultante chez FCL Gérer la Cité. C'est une société qui accompagne depuis 36 ans les décideurs locaux dans leur politique publique et dans leur gestion financière au quotidien. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de cette présentation, on va vous présenter en effet les financements proposés par les agences de l'eau. Les agences de l'eau qui sont des établissements publics sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et qui ont pour rôle en fait de mettre en œuvre la politique de l'eau à l'échelle des grands bassins hydrographiques français. Donc elles sont au nombre de 6 sur le territoire et elles couvrent vraiment les bassins. Et surtout, les agences de l'eau financent des projets visant à améliorer la qualité de l'eau, préserver les milieux aquatiques ou encore adapter le territoire au changement climatique. Elles ont des interventions multiples et des bénéficiaires multiples. Les collectivités peuvent y prétendre, les agriculteurs, des particuliers. Ce qu'il faut retenir pour les agences de l'eau, c'est que, alors si on peut revenir juste avant, chaque agence élabore un programme pluriannuel d'intervention. Ces programmes pluriannuels ont vocation à intervenir sur le long terme. Ils interviennent sur 6 ans. On entre en l'occurrence en 2025 dans le 12e programme des agences de l'eau qui s'arrêtera en 2030. Et ces nouveaux programmes, en fait, ils renforcent les engagements que les agences de l'eau ont déjà pris avec des moyens budgétaires qui sont accrus. Donc, on vous a mis un petit tableau récapitulatif des budgets des agences de l'eau entre le 11e programme qui s'est finalisé en 2024 et le nouveau programme 2025. Et ces budgets, en fait, ils ont un recentrage notamment sur les priorités climatiques et écologiques qui peuvent intéresser notamment les collectivités pour aller mobiliser d'autres financements. Si on passe sur la slide suivante, en l'occurrence, les agences de l'eau, comme je le disais en introduction, elles interviennent sur plusieurs volets. Si on devait les synthétiser, ou en tout cas les regrouper en plusieurs thématiques, il y aurait notamment la gestion durable de la ressource, donc en termes d'eau potable, la réduction de tout ce qui est polluant, et également la gestion intégrée des eaux pluviales ou encore la préservation des milieux aquatiques. Ça va être notamment sur ces deux axes-là que la plupart des projets des collectivités vont pouvoir avoir un aspect qui entre en fait en cohérence avec le programme de ces agences et donc aller mobiliser potentiellement des financements sur ce volet et sur des dépenses bien spécifiques qui sont liées au programme des agences de l'eau. Donc pour les collectivités, en termes de subventions, comme je vous ai dit, ça fonctionne par programme. Dedans, dans ces programmes, il y a des fiches actions. Donc en fonction de la fiche action et de la priorité qui est identifiée par l'agence, on a des taux de subvention qui varient, aussi des plafonds qui éventuellement peuvent s'appliquer. Ce qu'on constate, c'est que les montants de subvention vont jusqu'à 80%. En moyenne, on observe de 50 à 70%, voire 80% sur les actions financées. Et très souvent, il y a des plafonds qui sont applicables, notamment des plafonds par rapport à des mètres carrés qui seraient par exemple désimperméabilisés dans le cadre de vos projets ou à des mètres cubes d'eau qui sont économisés. Donc ça, c'est des données que vous allez pouvoir obtenir auprès notamment de votre maîtrise d'œuvre et qu'il faut bien évidemment avoir en tête lorsque vous montez les dossiers de subvention. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer à un cas concret avec Antoine Morvan pour pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de aujourd'hui, comment est-ce qu'on monte un dossier de subvention auprès d'une agence de l'eau. merci Camille. Donc on va vous présenter un projet qu'on suit auprès de la commune de Duclerc, qui est située dans la région Normandie, à proximité de Rouen, sur un projet de tiers-lieu qui consiste à réhabiliter une ancienne école
et à désimperméabiliser la cour d'école qui était bitumée en y implantant notamment de la végétalisant l'espace. Et donc, on a un coût d'investissement qui est assez important puisque vous voyez qu'on est à près de 4,8 millions d'euros et des subventions à hauteur de 2,4 millions qui ont pu être identifiées. Donc, on est quasiment à 50-50 entre les subventions et le reste à charge. Et donc, sur les subventions qui ont pu être identifiées, il y a toute la partie sur la désimperméabilisation qui rentre dans le cadre des opérations qui peuvent être financées par les différentes, par les financements de l'agence, des agences de l'eau et donc de l'agence de l'eau locale. On a pris cet exemple déjà pour vous illustrer le type de dépenses concrètes qui peuvent être financées, mais aussi la complexité en fait de ces dossiers, puisque en parallèle des subventions qui ont pu être mobilisées, on a des choses assez classiques, des CIL, des ETR, où finalement la demande est assez simple à faire, mais sur l'agence de l'eau, c'est plus complexe pour différents aspects. On peut passer à la diapo suivante pour illustrer ces propos. La difficulté, alors je reviendrai sur les étapes, mais c'est sur le gros volet, le gros focus qu'on a fait sur le volet 2, sur les différentes informations à obtenir, puisqu'il y a un certain nombre déjà de données techniques ou de données ou de documents techniques à produire, notamment des cartes, des plans généraux. Donc il faut, ça généralement, on les a avec les projets, mais il y a aussi tout un volet sur l'étude d'impact de la désimperméabilisation, notamment qu'est-ce que ça va générer en termes de gestion des eaux pluviales, en termes de flux de l'eau de façon générale. En gros, il faut prouver en fait le gain que va générer le projet par rapport à la désimperméabilisation. Et c'est pas forcément quelque chose, en tout cas c'est le cas pour du clair, c'est pas forcément quelque chose que l'on définit dans les différentes études qui vont être menés sur ces projets de désimperméabilisation. Donc il y a un vrai travail à faire, et en plus de ces données techniques, il faut pouvoir aussi justifier des données financières du projet en isolant les dépenses qui sont spécifiques. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'évoquais 4,8 millions, mais les subventions qu'on va demander sur l'agence de l'eau, c'est pas sur les 4,8 millions, ça va être vraiment que sur la désimperméabilisation. Et malheureusement, des fois, dans les devis ou dans les marchés de travaux que vous pouvez passer, il n'y a pas forcément le détail aussi fin. Donc, ça nécessite et ça met en valeur le travail qui est fait dans le cadre de PVD+, de pouvoir anticiper au mieux les financements pour pouvoir identifier aussi les pièces qui peuvent être nécessaires et pouvoir, dès le début, avec votre accompagnement technique, pouvoir isoler les dépenses et pouvoir aussi anticiper les besoins d'études qui pourraient être générés par des demandes type comme on peut avoir pour l'agence de l'eau, quoi. Donc, je reprends les 3 points. Donc, comme toutes les subventions, il y a une prise de contact à faire avec le chargé d'opération de la direction territoriale de l'agence de l'eau pour présenter le projet, pour valider avec lui les pièces à demander. Alors sur certaines subventions, on le verra peut-être plus tard sur le FEDER, c'est quelque chose quasi obligatoire, mais c'est quelque chose, nous, qu'on préconise, tout simplement déjà pour bien revalider l'éligibilité du projet, et puis aussi pouvoir présenter son projet aux financeurs. Ça sera toujours du temps de gagner dans les échanges à venir, et ça permet aussi d'éclaircir certaines demandes de documents. Ça peut donner aussi de la souplesse sur certains éléments, c'est-à-dire que avec le financeur, on va pouvoir dire tel élément on peut pas le produire tout de suite, est-ce que ça bloque pour le dossier? Donc c'est un vrai travail à faire au préalable de tout dépôt de dossier, et un conseil qu'on peut vous donner, quelles que soient les demandes. Alors sur des demandes plus simples, pas nécessairement, mais sur des demandes complexes où il va y avoir une forte demande de documents et de données à fournir, c'est plus qu'utile. Ensuite, donc, il y a le téléchargement du formulaire et des demandes d'aide, donc pour bien réceptionner. Alors, là, on peut quasiment même le faire en même temps que le point 1 pour pouvoir alimenter l'échange qu'on a avec le chargé d'opération.
Et puis, une fois qu'on a fait ce travail-là, il y a tout le travail de compléter le dossier et puis de le déposer en ligne, donc avec les différentes pièces qui sont demandées. Donc, vous avez une liste assez complète des éléments qui peuvent être demandés sur un dossier tel que celui-là de Duclair sur un projet de désimperméabilisation. Voilà. Merci beaucoup, Camille et Antoine, pour votre intervention sur les agences de l'eau. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à Sandrine Billard pour les bureaux d'études Grant Thornton et Finances et Territoires. Sandrine qui va nous parler des évolutions concernant les financements de l'ADEME. Bonjour Sandrine, je te laisse la parole. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je veux bien que, effectivement, on avance sur la présentation des financements de l'ADEME. Donc, je vais vous parler de l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique, qui est un acteur important concernant les fonds de transition énergétique. L'ADEME accompagne sur plusieurs financements qui peuvent être soit au fil de l'eau, soit par appel à projet. Un des dispositifs qui est très important et qui est maintenant bien connu des collectivités, c'est le fonds chaleur. Le fonds chaleur qui de plus en plus, et ça va être encore plus le cas en 2025, est délégué à des opérateurs, notamment en départements, syndicats d'énergie, et via notamment les contrats de chaleur renouvelables, et en complément d'animateurs régionaux qui sont également dédiés. Ce qui est à retenir pour 2025, c'est que comme la majorité des fonds, on a une baisse des aides en 2025 et on va revenir à des niveaux de financement de 2023. Alors, sur le fonds chaleur, c'est pour vous aider à financer des études et également des accompagnements sur des investissements en production d'énergie renouvelable. Donc, les énergies renouvelables, ce sont la biomasse, la géothermie, le solaire thermique. On a également la récupération de la chaleur fatale. Ce qui est à noter pour 2025, c'est qu'en moyenne, sur la biomasse, on aura une baisse au niveau des forfaits de 10%. Mais désormais, on a un cumul possible avec les certificats d'économie d'énergie. Et par contre, on aura une très, très grosse baisse concernant les réseaux de chaleur, puisque la baisse annoncée est de 40%. Au niveau de la géothermie, donc la géothermie peut être soit sur sonde ou soit sur nappe, on a un maintien des aides avec même une augmentation des forfaits de 50% pour le rafraîchissement passif via le géocooling. Par contre, les C2E ne restent pas cumulables avec les aides forfaitaires sur la géothermie. Et puis, concernant le solaire thermique, donc solaire thermique à ne pas confondre avec le photovoltaïque qui est pour l'électricité. Là, on est bien pour la production d'eau chaude concernant production de solaire pour l'eau chaude sanitaire. Il y a une évolution au niveau des critères d'éligibilité puisque maintenant, on a besoin de produire de l'eau chaude sanitaire au moins 6 mois de l'année. L'année dernière, en 2024, on est obligé à avoir 12 mois de production d'eau chaude sanitaire. Maintenant, on est à 6 mois de l'année, mais on doit inclure la période estivale. On a également des nouveaux ajouts de critères de productivité par mètre carré de capteurs solaires. Et là, il y a 3 grandes zones qui sont implantées au niveau national et qui vous donnent ces critères. Et là, de même, les certificats d'économie d'énergie ne sont pas cumulables avec les aides forfaitaires. Je vais passer maintenant aux autres types de financement de l'ADEME qui étaient un petit peu moins connus, qui généralement ce sont des dispositifs qui sont mobilisés via appel à projet, notamment concernant la mobilité, le tourisme ou l'urbanisme. Alors, ce qu'il est à noter à partir de 2025, c'est une réduction des financements destinés aux collectivités sur ces thématiques. On a un basculement directement sur le fonds vert de tout ce qui est mobilité. Et l'ADEME est en cours de réorientation sur des partenariats privés sur ces types de financement. Et notamment, à partir du second semestre, ce seront essentiellement des partenariats privés de l'ADEME. Il y a notamment un nouveau dispositif qui est en cours de préparation sur la décarbonation des transports poids lourds, également des plans de mobilité poids lourds. Donc ça verra le jour au deuxième semestre et ce sera avec des partenariats privés pour financer de l'étude
et de l'ingénierie de projet. Pour ce premier semestre, les derniers appels à projets en 2025, on en a 3. C'est l'appel à projet à vélo 3, donc qui est un complémentaire du fonds vert sur les aménagements cyclables, qui permet de financer des études et des services vélo, de l'animation de la politique cyclable, avec également des agents pour animer cette politique cyclable. Alors, pour pouvoir le mobiliser, il faut être doté d'un schéma directeur, donc soit au niveau de la collectivité, soit au niveau de l'EPCI, et il faut avoir un plancher des dépenses supérieur à 20 000 euros. Dans ce cadre-là, vous avez études, services vélo qui peuvent être, et puis l'animation qui peut être prise en charge. Alors, ce qui est intéressant également sur cet appel à projet, c'est que les devis ne sont pas obligatoires pour candidater, juste sur les estimations, et ça prend en compte les dépenses de 2025 à 2027. On a également un appel à projet vélotourisme qui vient d'être reporté au 31 octobre 2025, qui permet de financer 3 axes. Le premier axe, c'est devenir accueil vélo pour les offices de tourisme, les musées, les bases de loisirs dont la collectivité assure la gestion, en proposant des équipements et des services vélo adaptés. Donc, par exemple, ça peut être des bornes de recharge, des bornes de réparation, ce type de service. L'axe 2, c'est d'implanter des aires de service sur des itinéraires du schéma national ou régional. Et l'axe 3, c'est de réaliser des études sur des itinéraires qui sont inscrits au schéma national ou régional. Vous avez un taux d'aide de 70% pour les études avec un plafond d'aide à 35 000 euros et pour les investissements, 55%. Le troisième appel à projet, c'est un appel à projet concernant la qualité de l'air qui sert à financer des études de recherche transversale sur la qualité de l'air, les polluants, les particules fines, ce genre d'études qui sont non réglementaires, donc qui vont au-delà de la réglementation, et puis également des études thématiques d'urbanisme, de chantier du BTP. Et l'axe 3, vous avez un accompagnement technique dans la réalisation innovante en matière de qualité de l'air. Et les aides sont plafonnées à 150 000 euros pour des programmes d'action afin d'atteindre les objectifs d'ici 2030. Alors, je vais vous illustrer une collectivité que nous avons accompagnée sur notamment à Vélo 3, l'appel à projet à Vélo 3, puisque en 2024, on avait eu déjà cet appel à projet. C'est la collectivité de Sainte-Pazanne qui se trouve en Loire-Atlantique. Et la collectivité de Sainte-Pazanne avait un projet d'aménagement de 4 pistes cyclables et dont des tronçons qui étaient un petit peu plus complexes. Donc, dans ce cadre, nous avons mobilisé à Vélo 3. Donc, le coût du projet concernant les axes qui pouvaient être accompagnés était de 96 400 euros. Et la collectivité de Sainte-Pazanne a pu mobiliser 3 axes. Le premier axe concernant la construction de sa politique cyclable avec la maîtrise d'œuvre opérationnelle sur les 4 tronçons qui sont identifiés là sur le petit schéma en bleu, avec des études spécifiques, enfin une étude spécifique également sur le jalonnement des vélos. Ça, c'était l'axe 1. Sur l'axe 2, on a pu faire financer donc, tout ce qui est service. Donc, dans ce qu'on entend en service vélo, vous avez notamment les arceaux de stationnement vélo. Donc, on a pu faire financer 30 arceaux vélo, des panneaux de signalétique, mais ça peut être aussi la signalétique horizontale. Des dispositifs de comptage. Et puis l'axe 3, c'était toutes les campagnes de communication et organisation d'événements avec la campagne de communication destinée aux jeunes et l'organisation d'événements avec fête du vélo, mais à vélo, challenge de la mobilité. Et ceci sur 3 ans, puisque en fait, ça prend jusqu'en 2027. Donc, si vous déposez un dossier actuellement, vous pouvez financer toutes vos campagnes de communication et organisation d'événements 2025, 2026 et jusqu'au 30 juin 2027. Voilà, et sur ce projet, eh bien, sur Sainte-Pazanne, nous avons réussi à mobiliser 50% du projet, donc une aide de 48 200 euros. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup Sandrine.
On est complètement dans les timings, je vous remercie. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Grégoire Chevillat d'EY, qui va nous parler des dispositifs actés, des guichets relatifs aux mobilités décarbonées. Là, il y a eu des gros changements en 2025. Grégoire, est-ce que tu es connecté? Oui, tout à fait, Marie-Charlotte. Bonjour, merci. Bonjour, je te laisse la parole. Merci. Oui, donc du coup, moi, je vais vous parler des guichets du programme Acté, qui est porté par la FNCCR et que vous connaissez bien, notamment via le FONCHEN, hein, que je pense beaucoup d'entre vous ont connu et mobilisé parfois. Donc, ce FONCHEN, hein, bon, il est clôturé là pour cette année depuis le mois de février. Donc, je vais vous parler de deux autres programmes qui sont mis en œuvre par Acté, qui sont un petit peu plus spécifiques sur des sujets. Si vous pouvez juste passer la page suivante. Voilà. Le premier, donc l'UMACT+, qui est pour favoriser la rénovation de l'éclairage public. C'est un programme qui est d'autant plus pertinent que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, sur le fond vert, il y a la mesure sur l'accompagnement de l'éclairage public qui est sorti cette année en 2025. Donc, c'est un programme côté Acté qui pourrait quand même contribuer à financer une partie des dépenses que vous rencontrez sur la rénovation de l'éclairage public. Alors, évidemment, comme d'habitude, côté Acté, sur des dépenses amont, hein, de la réalisation des travaux, avec le financement de ressources humaines, par exemple, hein, le temps passé des agents des collectivités qui seraient alloués à la conduite du projet de rénovation de l'éclairage public, l'acquisition d'outils de suivi et de mesures de consommation, les études énergétiques préalables, maîtrise d'œuvre et AMO. Voilà, classiquement, c'est les mêmes types de dépenses qu'on retrouve par exemple sur le FONCHEN, mais qui sont ici reprises sur le MACT+. Et puis, du coup, tout ce guichet de financement s'inscrit aussi, comme d'habitude, dans le programme Acté, avec une volonté de pouvoir favoriser les synergies territoriales, en se disant que le guichet apprécie particulièrement les efforts de mutualisation, en tout cas les projets qui sont portés à une échelle intercommunale, par exemple, sur la rénovation de l'éclairage public et qui permettrait, par exemple, de mutualiser une ressource humaine sur un EPCI ou même plus largement qui serait dédié au projet de rénovation de l'éclairage public. Sur ces dépenses éligibles, on a un taux de subvention maximale de 50%. Et donc, comme je vous le disais, les principaux critères d'éligibilité, c'est surtout cette question de la mutualisation. Et même pour les communes de moins de 3500 habitants, on a ce critère de mutualisation qui est obligatoire. On a aussi d'autres critères qui s'ajoutent, hein, notamment des exigences en matière d'économie d'énergie, 60% par exemple, si on parle des dépenses relatives à la maîtrise d'œuvre sur le lot maîtrise d'œuvre. En termes de calendrier du guichet, donc la date de fin des candidatures pour cette année, c'est le 16 mai 2025, avec un jury qui se tiendra à l'été 2025 et donc l'annonce des lauréats dans la foulée. Sachant que pour cette troisième saison là, du dispositif l'UMACT+, vous avez la possibilité de pouvoir faire remonter des dépenses, en tout cas une éligibilité de dépenses entre le 1er janvier 2025 et le 30 septembre 2026, donc avec un horizon de temporalité qui est quand même assez important pour des dépenses qui concernent généralement des études préalables, en tout cas des dépenses amont de la réalisation des travaux de rénovation en tant que tel. Voilà pour l'UMACT+, de la FNCCR dans le cadre du programme Acté. Sur FACT+, alors un dispositif assez spécifique, hein, sur la question de l'effacement, qui est, on vous l'a remis ici, la définition, donc l'effacement qui consiste à diminuer de manière ponctuelle la consommation d'électricité lors des pics de consommation. On a beaucoup entendu parler de ça lors de la dernière crise énergétique en lien avec la guerre en Ukraine. Et donc, ce programme vise à accompagner les collectivités dans le lancement d'une démarche d'effacement et de flexibilité électrique, puisque les collectivités, globalement, sont quand même propriétaires d'un parc immobilier assez important et donc ont une action à conduire dans ce cadre-là. Et donc, sur ce programme-là, les dépenses éligibles, donc c'est la montée en compétences internes sur la flexibilité et l'effacement électrique pour bien appréhender le sujet, notamment via le financement de ressources humaines. On retrouve la même logique de dépenses éligibles que sur le programme l'UMACT+, que j'ai évoqué tout à l'heure. L'acquisition de matériel visant à favoriser une démarche de flexibilité, la réalisation de diagnostics de potentiel d'effacement et de flexibilité, et puis le financement de prestations d'AMO.
Là encore, on est sur un taux de subvention maximal de 50% des dépenses éligibles. Et puis, toujours cette exigence et encore plus peut-être ici pour FACT+, de mutualisation, parce qu'on a un seuil à au moins 10 bâtiments, dont 5 avec une puissance souscrite supérieure ou égale à 100 kVA. Donc, on a besoin quand même d'avoir un parc immobilier potentiel qui soit suffisamment important pour que le programme s'applique. Donc, là encore, une forte recommandation de pouvoir mutualiser le recours à ce programme à l'échelle de plusieurs communes, le PCI, voire encore au-delà. Sur le calendrier ouverture du programme, donc depuis le 9 septembre 2024 dernier, et puis pareil, 16 mai 2025 pour la clôture des candidatures pour ce programme-là. Voilà pour FACT+. Je voudrais aussi vous parler sur la question des mobilités décarbonées. Alors, en complément de ce qui a été dit tout à l'heure sur le fonds vert et puis sur l'ADEME par mes confrères, simplement vous parler du dispositif Alvéole+, qui permet l'accélération de la création de places de stationnement pour les vélos. C'est un guichet qui est porté par la Fédération des usagers de la bicyclette, avec un objectif global de création de 100 000 places de stationnement sécurisées et abritées pour les vélos. Là encore, trois grands axes d'appui par ce dispositif. D'abord, le conseil, accompagnement à la maîtrise d'ouvrage pour bien définir votre stratégie en matière d'implantation des arceaux, par exemple, ou des abris de vélos. Le cofinancement en tant que tel des places de stationnement abritées et sécurisées pour les vélos. Et puis la formation à la mobilité à vélo, qui est le troisième axe d'appui pour ce dispositif. Sur le financement, les modalités de financement, on est à 100% sur les prestations de conseil et de formation, et puis à 40% sur l'axe 2, là, sur le cofinancement en tant que tel des places de stationnement abritées et sécurisées pour les vélos. Voilà, les principaux critères d'éligibilité assez standards, mais les emplacements vélos doivent être sécurisés, abrités, éclairés, séparés des véhicules motorisés, spacieux et fonctionnels. Donc, généralement, c'est quand même le cas, mais on le rappelle quand même. Et puis, alors du coup, sur le calendrier, pour les 3 chantiers, trois dates à retenir. Le 11 juillet 2025 pour la clôture des candidatures sur la partie conseil, le premier axe du dispositif. Le 15 mai 2025 pour la clôture des candidatures sur la partie cofinancement, donc la cofinancement en tant que tel des places de stationnement abrité. Et puis le 11 juillet sur la partie formation. On vous a mis à droite un lien vers le site d'Alvéole+, qui recense un certain nombre de retours d'expérience de collectivités qui ont eu recours soit à la prestation de conseil, à la prestation de cofinancement, à la prestation de formation, et qui font état des réalisations qui ont eu lieu grâce à l'appui du dispositif Alvéole+. Un dernier mot peut-être mais vraiment rapide, sur le fonds vert, et vraiment en complément de ce qui a été dit par Mario Morali tout à l'heure. Vous avez peut-être un certain nombre d'entre vous qui avaient candidaté sur le fonds de mobilité active, le 7e appel à projet du fonds mobilité active qui a été annulé fin 2024, simplement pour vous dire que le fonds vert, du coup, comme l'a dit Mario, prend le relais sur cette mesure-là, aménagement cyclable, mais qu'il est fortement conseillé aux collectivités qui auraient candidaté sur le 7e appel à projet qui a été annulé, de recandidater sur le fonds vert, puisque a priori les candidatures seront appréciées et vraiment voilà, enfin il y aura vraiment une bienveillance, je pense, assez particulière sur celles qui avaient postulé au 7e appel à projet du Fonds Mobilité Active et qui repostuleraient ici au Fonds Vert, étant donné l'annulation qui a eu lieu. Donc, on vous a remis ici le lien vers le cahier d'accompagnement pour que vous puissiez redéposer les dossiers éventuellement et bénéficier de crédits sur la partie la mesure aménagement cyclable du Fonds Vert. Voilà, j'en ai fini. Je crois que j'ai à peu près respecté le timing et à votre disposition. Absolument. Si vous avez des questions. Merci. Absolument, merci beaucoup Grégoire. Il y a effectivement une question qu'on prendra en fin de présentation. Sans plus attendre, on enchaîne avec le FEDER, qui va être présenté à 2 voix par Mario Morali, que vous avez entendu tout à l'heure sur le fond vert, mais également par Pascal Bovry de Technopolis Group. Est-ce que vous êtes connectés tous les deux? Oui. Oui, pour Mario. Et Pascal, est-ce que c'est bon pour toi?
Oui, Oui, absolument. super. Je suis là. Le suspense. Très bien, je vous laisse la parole. À vous. Merci Marie-Charlotte. Donc je vais commencer sur la présentation un peu générale du FEDER et après je laisserai la place à Pascal justement de manière un peu plus détaillée sur certains appels. Donc sur les fonds structurels, on va prendre l'exemple du FEDER, mais il y a aussi d'autres fonds structurels qui existent et je peux citer notamment le FSE que vous connaissez tous, Fonds social européen, et le FTJ, peut-être que vous connaissez un peu moins, qui est le Fonds pour une transition juste et qui a été lancé dans un certain nombre de territoires avec des appels un peu spécifiques, notamment liés à la transition écologique et à la décarbonation des territoires. Et justement, dans certains territoires, sur des départements, des régions, il peut y avoir des appels à projets un peu spécifiques, justement liés à la décarbonation. Donc ça peut être intéressant aussi de regarder, mais c'est souvent sur un aspect quand même industriel. Pour revenir sur le FEDER, donc il est géré par les régions. Chaque conseil régional a une enveloppe sur une durée de 7 ans sur une programmation, là, cette année, c'est 2021-2027, et ensuite, il y aura une autre programmation 2028, à partir de 2028. Et dans ce cadre-là, il y a un programme régional qui est validé avec la Commission européenne sur la base d'objectifs stratégiques européens qui sont communs à toutes les régions européennes, qui sont ce que vous voyez sur le camembert sur la droite, une Europe intelligente, une Europe verte, connectée, sociale, une Europe pour les citoyens, etc. Donc ça, c'est les grands objectifs stratégiques de l'Europe et qui doivent ensuite sont déclinés en régions avec un certain nombre de priorités qu'on appelle des objectifs spécifiques qui déclinent les besoins justement qui sont spécifiques à chacune des régions. Et dans ces objectifs spécifiques, les collectivités peuvent émarger sur un ou plusieurs objectifs. Là, j'en ai cité quelques-uns, on verra des exemples après, mais voilà, tout ce qui est rénovation énergétique, tout ce qui est digitalisation, attractivité territoriale, notamment pour les territoires non urbains, voilà, il y a un certain nombre de critères et d'appels à projets qui sont ciblés pour les collectivités. Comment ça se met en œuvre concrètement? Il y a deux grandes modalités. La première, c'est à travers la publication, ce qu'on appelle un DOMO, document de mise en œuvre, ou des fiches actions pour chaque axe à financer. Donc là, il y a un dépôt au fil de l'eau qui peut être réalisé. Donc vous allez sur le site de la région, sur la page dédiée au fonds structurel, et vous allez voir la fiche action qui vous intéresse sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur la renaturation, solutions fondées sur la nature, etc. Et vous regardez et vous pouvez déposer au fil de l'eau votre projet par rapport aux critères qui sont indiqués dans cette fiche ou dans ce document de mise en œuvre. Deuxième possibilité, vous avez les appels à projets. Donc là, on est plutôt sur le lancement d'un appel à projet qui répond à un besoin spécifique. Et dans ce cadre-là, vous avez des critères qui sont définis dans l'appel à projet et aussi une date limite pour répondre. Donc c'est aussi important de bien anticiper tout ça, puisque là, on est limité par une date pour répondre à l'appel à projet. Donc c'est aussi une posture un petit peu différente. Autre fonctionnement aussi, le FEDER peut être délégué avec notamment ce qu'on appelle les investissements territoriaux intégrés, les ITI, qui sont généralement gérés par les EPCI ou les métropoles. Et en général, c'est des projets qui sont liés au QPV, au quartier politique de la ville, avec des appels spécifiques qui sont lancés, notamment pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes dans ces quartiers, sur de la construction, de l'aménagement, etc. Donc ça peut être aussi une manne intéressante pour un certain nombre de communes qui seraient en quartier politique de la ville. Donc quelques bonnes pratiques sur un projet FEDER, hein, c'est important. Hein, le FEDER, ça fait toujours un peu peur au premier abord, mais il y a beaucoup de mesures de simplification qui ont été mises en place sur cette nouvelle programmation. Donc c'est quand même un aspect assez intéressant. Et dans le cadre de préparation d'un dossier, il est toujours important d'anticiper la gestion qui sera faite après au moment du montage. De quelle manière? Dans un premier temps, c'est important de bien cibler dans l'appel à projet que vous avez visé, le projet que vous allez financer. Voilà, il faut éviter des projets trop complexes. Par exemple, si vous êtes sur un appel à projet qui est sur la rénovation énergétique d'un bâtiment public, n'allez pas prendre un projet qui est sur de la réhabilitation et de l'extension, par exemple. Ça peut complexifier le plan de financement et l'assiette de dépenses éligibles. Déposer un projet mature aussi. On parlait d'avant-projet sommaire, avant-projet définitif. Certains appels à projets parlent de projets matures, d'autres spécifient spécifiquement qu'il faut que le projet soit en phase APD pour pouvoir déposer. Donc, vérifiez bien ce critère. Bien anticiper la gestion qui peut être contraignante dans le lancement des marchés publics, par exemple, en faisant des bordereaux de prix unitaires où on arrive clairement à identifier les dépenses qui seront éligibles au FEDER, par exemple,
et d'autres qui ne le seront pas forcément. Comme ça, ce sera plus simple à justifier in fine. Et enfin, bien anticiper des règles spécifiques qui sont propres à chaque appel à projet. Par exemple, s'il y a des options de coûts simplifiés. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont mis en place un coût forfaitaire au mètre carré rénové qui est à peu près de 460 €. Donc ça simplifie, c'est-à-dire qu'après, on n'a pas à justifier toutes les dépenses, mais seulement du nombre de mètres carrés rénovés. Donc c'est quand même un aspect de simplification qui est très intéressant. Quelles sont les dépenses éligibles ou non? Par exemple, il peut y avoir dans des appels à projets, il est interdit d'utiliser des isolants qui sont faits à base de pétrole. Voilà, c'est des exemples qu'il y a pu avoir dans certains appels à projets. Donc, vérifiez bien ces points-là parce que ça peut être quelque chose qui peut être totalement bloquant dans le dépôt du dossier. Donc, bien vérifier les périmètres à financer et aussi les bonifications de taux. Généralement, il y a des taux, par exemple, de 50, 60%, et il peut y avoir une bonification de 10 points supplémentaires si vous respectez au moins 3 grands critères qui sont sur des aspects environnementaux assez poussés. Donc ça, c'est important aussi de bien regarder ces aspects-là, parce que ça peut être très intéressant en termes de financement. Donc pour aller chercher ces financements-là, chaque région a un site dédié au fonds européen où vous allez justement pouvoir consulter les appels à projets ouverts ou les fiches actions, documents de mise en œuvre à télécharger directement sur la plateforme. Et certaines régions même partagent un calendrier des appels à projets qui vont sortir dans les 12-18 mois qui suivent, qui vous permettent d'anticiper aussi en disant « Ah ben tiens, il y a un appel à projet qui m'intéresse, qui va sortir. Quel projet je vais pouvoir présenter à ce moment-là? Est-ce qu'il sera suffisamment prêt si c'est un appel à projet, sachant qu'il y a une date limite, pour le présenter, etc. » Donc ça, c'est aussi un intérêt de suivre ces calendriers qui sont proposés par un certain nombre de régions. Merci Mario. Je laisse la parole à Pascal pour la suite, si tu arrives à te connecter. Alors, le temps que tu nous rejoignes, Pascal. Allô, allô, Pascal? Alors oui, Oui. si vous m'entendez, est-ce que Oui, vous on t'entend. m'entendez bien? Bonjour à tous. Oui, donc nos consultants PVD+, ont fait remonter une soixantaine d'appels à projets. Donc s'il y a un message qu'il faut retenir, c'est bien sûr de solliciter par l'intermédiaire de la plateforme qui était évoquée tout à l'heure, le dispositif PVD+. Ces consultants, ils sont là pour vous aider aussi dans le montage opérationnel et dans l'identification de l'éligibilité en lien avec les guichets concernés pour optimiser aussi des plans de financement. Alors, avant de rentrer dans quelques exemples pratiques, vous voyez que sur les appels à projets qui ont été identifiés, on en a déjà qui sont clôturés. Il y en a 5 depuis le début de l'année. On en a un tiers qui vont être clôturés d'ici le 15 juillet. Donc, il faut évidemment être très vigilant sur les dates limites de dépôt des dossiers. Sur les régions qui sont concernées, vous êtes certainement dans une région qui a un dispositif, comme ça vous a été présenté juste à l'instant, qui est actif. Et il peut y avoir des appels à projets spécifiques, donc avec des dates limites. Nous avons répertorié comme ceci sur 4 thématiques principales: l'aménagement des espaces publics, les mobilités douces, la réhabilitation des bâtiments publics ou l'énergie dans les espaces publics ou les bâtiments. Donc des appels à projets avec à chaque fois des taux d'intervention qui peuvent être très intéressants. Donc vous avez eu quelques exemples tout à l'heure sur d'autres financements verts, mais sur les appels à projets FEDER, on peut aller de 30% à 80% des financements. Donc ça peut être très intéressant. Dans peut-être le slide suivant, on va vous présenter un exemple. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a aussi réalisé avec la Banque des Territoires et l'ensemble des consultants PVD+, un document à date de tous les appels à projets qui sont actifs. Donc vous pourrez obtenir grâce à cela à la fois la nature des dépenses éligibles, les taux de subvention, les régions concernées, puisque c'est ce qui vous intéressera au premier chef pour aussi définir si vous êtes directement concerné. Alors, sur l'exemple qui s'affiche à l'écran, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui a choisi, donc c'est un appel à projet qui va bientôt sortir. L'idée, c'est de soutenir les actions d'adaptation au changement climatique et de prévention des risques et résilience face aux catastrophes. On est sur une action qui porte sur les îlots de chaleur urbaine
et des actions relatives à la réduction de ces îlots de chaleur, le ralentissement d'écoulement et l'infiltration ou la réutilisation d'eau pluviale, la végétalisation, la préservation de la restauration de la biodiversité ou la reconnexion des personnes avec la nature de proximité. Pourquoi cet exemple-là? En fait, vous allez le retrouver dans pas mal de régions. C'est aussi un appel à projet qui peut concerner plusieurs types d'aménagements, mais dans le cadre des aménagements d'espaces publics ou dans le cadre de restauration de trames vertes et bleues. Donc, sur d'autres régions, prenons quelques autres exemples, mais vous en aurez dans le document qui vous sera mis à disposition. Vous avez par exemple le Centre Val-de-Loire avec un appel à projet qui se terminera sur la fin du mois, le début du mois d'août, pardon, qui porte sur l'urbanisme durable. Donc, vous voyez, sous des appellations différentes, vous allez pouvoir couvrir des dépenses qui sont analogues. Il faut vraiment, région par région, analyser en fonction de votre projet, là où vous avez un dispositif qui permet d'optimiser tous les financements. Donc, les consultants PVD+, sont aussi là pour vous aider dans cette analyse et trouver les financements les plus adaptés. Autre exemple, sous la thématique des trames vertes et bleues, donc on peut peut-être regarder le slide suivant. Vous voyez, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, donc sous l'intitulé d'appel à projet infrastructure verte, vous pouvez effectivement faire financer des études amont et la végétalisation dans un projet global d'espace au sein des espaces urbanisés. Donc, on est bien sur des thématiques présentes dans les petites villes de demain, avec des projets de renaturation d'espace, développement d'habitats naturels, contribuant à la lutte contre l'artificialisation des sols. Et là encore, par rapport à des financements verts qui vous ont été présentés tout à l'heure, vous voyez qu'il y a certains projets qui peuvent aussi là trouver des optimisations dans les plans de financement, puisqu'on trouve la diminution de l'éclairage public ou des projets innovants de traitement des eaux usées, par exemple. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est évidemment pour chaque projet correspond des financements, un plan de financement, une optimisation possible, avec les précautions d'usage qui vous ont été présentées précédemment par Mario concernant le FEDER. Peut-être vous donner d'ici la fin mai quelques exemples d'appels à projets en complément. Sur les trames vertes et bleues, vous avez dans la région Normandie un appel à projet qui se termine le 30 avril, donc pour la restauration notamment de ces trames vertes et bleues. Dans le Grand Est, au 30 septembre. Vous avez sur la question de la biodiversité, je ne sais pas si autour de nous, parmi les participants, il y a des gens de la Réunion, mais un appel à projet qui se terminera le 27 mai. Et puis sur d'autres thématiques que celles que je viens de vous citer en exemple, nous avons notamment sur l'énergie ou les transports en commun, des appels à projets qui vont se terminer également à fin mai, donc bien avant la date de fin juillet tout à l'heure que je vous indiquais, qui concerne un tiers des appels à projets. Voilà pour quelques exemples que nous avons choisi d'illustrer. Peut-être, je vais laisser la place aux questions qui ont été nombreuses, Marie-Charlotte. Alors attends, avant de passer aux questions, il y a quand même une présentation sur Leader. Et avant de parler de Leader, je rappelle, puisque tu l'as évoqué, tu as bien fait, que notre publication, on a mis par écrit toutes les informations qui vous sont présentées à l'oral, donc un peu plus avec un niveau de détail un petit peu plus élaboré. Et notamment, vous y trouverez, comme tu l'as dit Pascal, tous les appels à projets recensés par les consultants PVD+. Un grand merci à eux, région par région, qui traitent, puisque c'était une des questions également d'Interreg, donc des programmes de coopération transfrontaliers. Voilà, sachant qu'encore une fois, on a quand même borné notre approche sur les thématiques les plus, on va dire, les plus récurrentes portées par les projets des petites villes de demain qui touchent à la rénovation des bâtiments, aux aménagements des espaces publics ou encore aux mobilités douces. Et Cosny vient de vous déposer sur le fil de la conversation le lien de téléchargement de cette publication écrite. Donc, avant de passer
aux questions de tout le monde, on va dire un petit mot sur leader aussi, qui est souvent pas forcément pas toujours pensé, en tout cas dans le panel de financement auquel on pense, et c'est pourtant leader offre de nombreuses opportunités de financement. Et pour cela, je vais laisser la parole à Guillaume Betz du cabinet Espelia. Guillaume, est-ce que tu es Oui, connecté? oui, tout à Super. fait. Bonjour, bonjour à tous. Sur la question du programme Leader, pas de nouveauté pour l'année 2025, dans la mesure où on est sur un cycle qui s'étale de 2023 à 2027 et qui est intégré à la PAC. Du coup, on a pris le parti d'adopter un point de vue assez pratico-pratique sur le recours au programme Leader. Tout d'abord, en revenant sur la territorialisation des GAL, puisque c'est une question qui nous est souvent posée. On a une cartographie qui est disponible sur le site. On a mis les liens. Comme vous aurez la présentation, vous pourrez y accéder facilement sur le site leaderfrance.fr, où vous retrouvez en zoomant les différents GAL et les coordonnées afférentes. Dans chaque GAL, donc on a à peu près 300 GAL, 308 je crois, sur ce cycle. Dans chaque GAL, on a le principe d'une stratégie qui est déclinée évidemment en fiches actions qui sont somme toute assez classiques, comme vous pouvez le constater avec les différentes rubriques qu'on retrouve généralement, avec toutefois souvent des typologies d'entités éligibles assez larges, que ce soit des associations, des TPE, les collectivités bien sûr, mais des entités qui peuvent même être encore plus larges, voire s'adresser aussi à des particuliers, et des modalités qui peuvent être aussi assez souples. On évoquait tout à l'heure l'exemple de guichet où il fallait attendre la phase APD pour pouvoir déposer. Le programme Leader souvent s'exonère de ces difficultés-là. En complément, ce programme présente une différence avec le programme FEDER, qui était présenté juste avant par Mario, tenant essentiellement dans le fait que Leader soutient surtout des projets bien plus locaux. Sur la page suivante, nous avons illustré par un certain nombre de typologies de projets, des projets qui ont pu être accompagnés par le programme Leader. Voilà, on voit assez aisément les potentialités, puisqu'on a quand même des typologies de projets très larges qui peuvent être accompagnés par le programme Leader. Enfin, en raison de cette territorialisation, on n'a pas d'état réel de la consommation des enveloppes à date. On peut néanmoins déjà observer que les projets accompagnés ou qui seront accompagnés ont, dans la plupart des cas, déjà fait l'objet d'un recensement de projets par l'égal, ce qui ne veut pas dire non plus qu'ils sont nécessairement validés, certains projets pouvant prendre du retard, certains projets pouvant être abandonnés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, une petite slide de rappel des liens utiles. Donc, la plateforme de dépôt des demandes, une adresse générique de contact pour toute demande d'information. Nous avons édité aussi un guide pour PVD+, qui vous précise les conditions d'éligibilité, le process, et le lien de téléchargement de la publication issue de ce webinaire qui consiste en une veille 2025 des financements verts. On va tout de suite aborder la question, un petit temps de questions. Il nous reste un quart d'heure, c'est super. Merci à tous d'avoir tenu le timeline. Je vois qu'en plus Camille a déjà répondu à certaines questions. Je vais laisser la parole à Cosny si tu veux bien nous dire les questions. Et puis n'hésitez pas, du coup, je vous donne la parole à vous, consultants, experts de ces financements, pour y répondre. Alors, merci Marie-Charlotte. Il y a eu un intérêt particulier pour le fonds vert, donc je vais donner la parole à Mario. Effectivement, Camille a déjà répondu pas mal de questions, mais les grandes lignées qui se dégagent, c'est surtout sur l'axe 1 pour l'aide aux meilleurs bâtisseurs. Alors, Mario, quels types de projets sont éligibles pour l'aide aux meilleurs bâtisseurs et est-ce que plus précisément les bailleurs sociaux en font partie? Et puis sur la question
qui concerne la création de logements, est-ce que l'axe 1 aide à la création de logements en fait, dans un bâtiment existant vacant? Merci Cosny. Donc oui, effectivement, donc un certain nombre de questions sur ce nouveau dispositif et c'est très bien qu'on aborde ces sujets. Donc effectivement, là spécifiquement, c'est une mesure pour les maires bâtisseurs, donc ça veut dire que les porteurs de projets devront être les communes. Voilà, c'est pas du tout ouvert aux bailleurs sociaux, etc. Ça doit vraiment être porté par la commune, ça c'est le premier point. La deuxième question, c'était sur la création de logements dans un bâtiment existant vacant. L'un des critères de sélection, c'est l'augmentation du nombre de logements disponibles. Donc ça veut dire que si il y a un bâtiment vacant qui n'est pas un ancien logement et que on transforme justement en logement, justement là, ça pourrait être éligible, effectivement. Et si ça respecte, bien entendu, toujours les autres critères, etc. On met toujours la mesure de tous les critères à répondre, mais voilà, si ce n'était pas un logement avant et qu'on le transforme en logement, ça peut être éligible, effectivement. Il y avait aussi une question sur un zonage de 1 AU du PLU. En fait, il y a un certain nombre de critères qui sont définis dans le cahier des charges aussi sur les critères. Alors, c'est plutôt des zones qui sont définies, des zones avec des nationales, et le zonage qui avait été indiqué dans la question, c'est plutôt un critère régional. Donc, il faut d'abord se référer aux critères nationaux pour voir si ensuite on peut bien être éligible. Donc, voilà, c'est clairement défini, il y a un certain nombre de zonages clairement identifiés dans l'appel à projet. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour répondre, voilà, n'hésitez pas à retourner vers l'appel où c'est clairement mentionné quels sont les zonages qui sont éligibles. Parfait. Et en ce qui concerne l'axe de 3, est-ce possible dans le cas d'une voie verte mixant piétons et vélos, ou bien pour la création d'une coulée verte, ou encore en ce qui concerne les peintures photoluminescentes des bandes cyclables? Et en plus, une question bonus, c'est en ce qui concerne le délai entre la demande d'accompagnement du fonds vert et la réalisation de projet. Donc effectivement, sur cet axe 3, sur les pistes cyclables, il est possible effectivement de faire un mixte piéton et vélo. Hein, voilà, c'est indiqué comme cela. Ce qui est important justement, c'est qu'il y ait une démarcation avec les voies pour les voitures. Donc il est possible de mixer pistes cyclables et cheminement piéton. Et donc les voies vertes aussi peuvent être éligibles. Et donc, il y avait 2 fois cette question, finalement. Voilà. Après, il demandait aussi le plancher et le plafond du montant du fonds vert. Donc, on a vu que, bon, il y a des cas un peu spécifiques, mais qu'on voit qu'en moyenne, le taux de financement, il est autour de 25% globalement. Et voilà, vous avez aussi pu voir qu'il y a quand même une baisse du financement du fonds vert sur cette année. Donc, à mon avis, voilà, on aura du mal à dépasser ce taux-là. Donc, il faut plutôt avoir une approche en termes de taux qu'en termes de montant. Voilà. Et tout ce qui concerne peinture photoluminescente et bandes cyclables, etc. Donc oui, je pense que ce type de dépense peut totalement être pris en compte à partir du moment où on rentre dans l'une des 2 modalités de l'appel à projet. La première, c'est la résorption d'une discontinuité cyclable. Et la deuxième, c'est la réalisation d'un aménagement cyclable continu et sécurisé. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire financer seulement les peintures. L'idée de l'appel à projet, c'est d'avoir quand même un projet un peu ambitieux qui répond à l'une de ces 2 modalités. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Parfait. Merci Mario. La prochaine question s'adresse à Sandrine sur l'ADEME. Est-ce qu'un porteur privé peut bénéficier d'une aide ADEME pour l'installation des panneaux photovoltaïques? Et une Alors non, deuxième sur les question photovoltaïques, oui. déjà répondue par Camille, c'est en ce qui concerne le solaire thermique pour ECS. Alors, est-ce que un porteur privé peut bénéficier d'une aide ADEME pour l'installation de panneaux photovoltaïques? Non, pour le photovoltaïque, on n'a pas d'aide ADEME, c'est uniquement sur du solaire thermique. Et sur les aides ADEME, c'est aussi bien les collectivités que les entreprises privées, les associations, mais pas les particuliers. Bien, je reviens rapidement sur le fonds vert parce qu'il y a de nouvelles questions pour Mario Morali. Alors, est-ce que cette Ou d'autres, approche... hein, pardon, je te coupe, mais Ah oui, en bien fait, sûr, vous tous les pouvez bien consultants sûr. sont experts aussi au fonds vert. N'hésitez pas à donner tous votre avis, bien Oui, évidemment. bien sûr. Alors, est-ce que cette approche privilégiant le taux, plus ou moins 25%,
plus que les montants, est-ce que c'est pour tous les axes du fonds vert? Ah oui, désolé, j'ai eu un problème de connexion. Oui, dans l'idée, c'est à peu près ça. Alors après, c'est aussi au cas par cas, il faut voir le projet, c'est difficile de répondre comme ça de manière globale, mais l'idée, elle est là, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir une sorte de saupoudrage aussi des financements avec cette baisse. Donc, à mon avis, on aura du mal à aller au-delà. Alors après, si vous avez un tout petit projet, peut-être qu'on pourra aller sur un taux un peu plus élevé, mais c'est une réflexion un peu globale et aussi par rapport à ce que vous déposez sur d'autres dispositifs, type des SIL, des ETR, etc. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut plutôt voir au cas par cas, c'est difficile de répondre. Après, il y a juste la mesure sur les maires bâtisseurs, par exemple. On est plutôt sur des montants forfaitaires, par contre, par logement créé. Parfait, merci Mario. Pour les dispositifs de renaturation, comme par exemple la création de parcs européens, un projet porté par la commune qui sera transféré ultérieurement à un opérateur gestionnaire de ZAC, peut-il bénéficier d'une subvention et de transfert dans le cadre de la création d'une ZAC? Donc, avec transfert de maîtrise d'ouvrage. Guillaume? Oui, normalement, le mode de réalisation ne pose pas de difficulté de principe. Alors, faudrait préciser un peu le cadre de la question et quel montage juridique est envisagé. Mais normalement, dès lors qu'on est sur la même commune qui a l'initiative de la ZAC, il n'y a pas de difficulté notable. On peut envisager ça. Parfait. Je crois que vous avez été très clair parce que il y a pas d'autres questions. En fait, il y avait une autre sur le fonds acté, répondu par Camille. C'était est-ce que pour le fonds Alvéole Plus, c'était une demande à faire via la plateforme directement. Et effectivement, vous devez créer un compte d'utilisateur pour le fonds Alvéole Plus. Bon, merci beaucoup. Je crois que tout a été dit, Marie-Charlotte. Absolument, je pense qu'on a fait le tour des questions. Et on est tout à fait dans les temps. Donc, comme j'ai dit, le webinaire est enregistré. Vous allez avoir un replay. Il sera disponible en replay et n'hésitez pas à parcourir la publication qui est associée. J'en profite encore et toujours pour remercier nos consultants qui ont vraiment fait un gros travail là de recherche pour relever tous ces appels à projets FEDER et puis qui se sont vraiment investis du temps pour centraliser toutes ces informations. Donc, à nouveau, un grand merci. Ils sont à votre disposition dans le cadre du dispositif EVD+. N'hésitez pas. Et merci à vous tous de vous être connectés si nombreux. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.